Bonjour, cher public des webinaires de la Société Santé en français et une très bonne année 2026. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année. Je suis Adam Berada et je serai votre hôte pour l'heure qui suit. Je m'excuse déjà pour les désagréments qui sont liés à mon état grippal. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire, briser les barrières pour une intégration équitable. Mais avant de rentrer dans le sujet, laissez-moi vous rappeler quelques petits mots à propos de la SSF, comme on l'appelle entre nous. Donc, la Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant d'aller plus loin, la Société Santé en français tient à reconnaître que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif en vous offrant ces webinaires est triple. Le premier est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième est de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et enfin, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Soukaina Boutieb, qui est directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Avant donc de vous la présenter en personne, je donc vous livre quelques mots sur son parcours. Madame Soukaina Boutieb est donc diplômée d'un baccalauréat en développement international et mondialisation, d'une maîtrise en études des conflits et d'un DES en développement des organisations sociales. C'est une figure reconnue pour son engagement au sein du secteur des femmes et de la francophonie ontarienne et canadienne. Elle a notamment été la première présidente issue d'une minorité visible de l'ASFO Ottawa, ainsi que l'initiatrice du projet Ottawa bilingue. Elle a également lancé plusieurs initiatives visant à mettre en valeur la diversité des femmes francophones et à défendre les droits des communautés francophones et acadiennes. Donc, directrice de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, elle siège également au bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul, ainsi qu'au conseil d'administration de Montfort Renaissance et du CESOC. Son leadership a été reconnu par divers prix, dont le prix Jeune Leader Inclusif de Relève en 2022, le prix Saphir Engagement Communautaire de la Fondation Franco-Ontarienne en 2021 et le prix Jeune Leader de l'Université d'Ottawa 2020. Donc, Soukaina, je t'invite à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire pour discuter de la question de la santé des femmes immigrantes et les besoins des femmes immigrantes francophones. Donc, je vais vous partager une présentation. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à les laisser peut-être à la fin. Je vais laisser une petite période pour cela. Mais peut-être en prenant le temps de partager ma présentation, je vais vous demander de peut-être écrire sur le chat d'où est-ce que vous situez présentement pendant que vous allez écouter cette présentation-là. Donc, n'hésitez pas à écrire votre ville ou votre région où est-ce que vous êtes. D'accord. Soukaina, je te laisse la scène et je reviens après pour la période des questions. Excellent. Merci beaucoup encore, Adam, pour la présentation. Donc, je suis aujourd'hui ici pour vous parler de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones au milieu minoritaire qui s'intitule Briser les barrières pour une meilleure intégration, pour une intégration qui est équitable pour les femmes. Cette stratégie a été lancée le 30 janvier dernier, c'est-à-dire l'année dernière, donc ça fait bientôt un an que cette stratégie fut lancée. Une stratégie qui a été commandée par IRCC. Donc, toutes les recommandations qu'on est en train qu'on va discuter ensemble dans cette stratégie qu'on est ressortie, ben, c'est des recommandations qui ont été acceptées et reçues par IRCC bien avant qu'on puisse le lancer à ce niveau-là. Pourquoi prendre le temps de parler des femmes immigrantes? Pourquoi prendre le temps d'avoir une stratégie spécifique à cela? C'est souvent peut-être la question qui pourrait être interpellée rapidement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de services qui existent sur terrain.
des services qui sont pertinents, mais des services qui sont souvent pas ou peu adaptés adéquatement pour les femmes immigrantes. On est un petit peu dans la logique où on développe des services un peu qui sont là pour représenter la grande majorité, mais quand on n'a pas des services qui sont spécifiques à des besoins particuliers, qui fait qu'on manque certains éléments qui sont essentiels pour l'intégration d'un public cible et dans ce contexte-ci pour les femmes immigrantes vivant en situation minoritaire. Ce que vous voyez devant vous présentement, c'est que dans la stratégie, il y a eu 11 objectifs qu'on est ressortis. Je vais en discuter avec vous tout à l'heure. Mais ces 11 objectifs, au fait, chaque objectif est un peu le parcours d'immigration pour une intégration des femmes immigrantes là-dedans. Donc, chaque recommandation, c'est un peu le reflet de tout un parcours pour qu'il soit complet pour les femmes. Les premiers résultats qui en est sortis de cette consultation, c'est que d'abord, il y a eu plus de 300 femmes qui ont participé à cette consultation-là. De ces 300 femmes, en fait, 72% des répondantes ont déclaré qu'elles étaient les principales demanderesses du projet d'immigration. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'idée qu'on avait qu'une femme, elle suit son conjoint ou son partenaire pour venir au Canada, donc, où la décision ne venait pas nécessairement d'elle, ben, c'est en train de changer. Présentement, surtout ce qu'on remarque, ben, c'est que c'est les femmes qui font cette demande-là. Des fois même, elles sont des femmes qui sont monoparentales aussi ou elles sont célibataires. Donc, la décision vient principalement d'elles. De ces répondantes-là, 26% déclarant qu'ils ne sont pas de religion chrétienne, donc ils ont d'autres religions ou aucune religion. 72%, elles sont responsables du projet d'immigration. Ce que ça veut dire avec cela, c'est que les femmes ont déclaré que, étant donné qu'elles sont les principales demanderesses, qu'elles ont un petit peu traîné toute la famille ou encouragé toute la famille à venir dans un nouveau pays, ben, vient avec ça une charge mentale. Une charge mentale qui consiste à se dire, ben, comment je peux m'assurer que, un, toute la famille va réussir ce projet d'immigration, mais aussi pour elle aussi en tant qu'individu à part entière aussi de réussir son projet d'immigration. Donc, il fait beaucoup de poids sur les épaules des femmes à s'assurer que, au fait, cette décision-là familiale soit vraiment une réussite autant pour le partenaire, les enfants et aussi en dernière partie également pour elle-même en tant qu'individu. 28% des femmes qui ont répondu à notre sondage, c'est des personnes racisées. 52% sont des mères ou sur le point d'être mères et 21% sont en situation financière qui est précaire. Parmi les obstacles en général qui ont été ressortis, on a la question de la barrière linguistique, donc d'avoir accès à des services en français, l'accessibilité au logement, le bien-être psychologique et la santé mentale, le service d'aide à l'emploi et les services de santé. Je vais vous lire rapidement les recommandations une à une. Je ne vais pas m'attarder à toutes les recommandations vu le temps que nous avons ensemble. Je vais plutôt m'attarder à la recommandation qui, par la suite, est spécifique par rapport à la santé parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui avec nous. La première recommandation qui est sortie de la stratégie, puis il faut le dire, c'est toutes des recommandations qui viennent des femmes. Donc, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas des recommandations qui viennent nécessairement de l'AFFC, ça vient directement des femmes répondantes. Les stratégies aussi on va vous présenter, des stratégies pour améliorer le parcours, c'est aussi des stratégies qui ont été développées par les femmes qu'elles aimeraient avoir et voir sur terrain pour pouvoir y bénéficier aussi. Donc, la première recommandation, c'est des politiques inclusives et holistiques basées sur la CS+. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la CS+, c'est un outil d'analyse, d'accompagnement pour l'analyse comparative des sexes plus, qui, en gros, c'est quoi au juste? C'est qui nous permet d'avoir une lentille de se dire, avant de développer un projet, avant de développer une politique publique, ben, on s'assure de faire une analyse pour s'assurer qu'il y a un impact qui est équitable, peu importe les différents groupes identitaires qui existent au sein d'une société. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet d'être vraiment équitable quand on développe des initiatives sur terrain. Deuxième recommandation, la participation et la représentation des femmes dans l'élaboration des actions et des programmes qui les concernent. Donc, ce qu'elles demandent, en gros, les femmes, c'est que les femmes immigrantes, elles demandent que quand on développe des projets qui sont destinés aux femmes immigrantes, ben, assurons-nous de les impliquer du début à la fin. Les femmes immigrantes ne devraient pas être vues seulement comme des simples bénéficiaires de services, mais comme des actrices aussi de changement. Donc, le fameux concept du par, pour et avec, c'est ça ce que ça veut dire dans cette recommandation-là.
La troisième, c'est l'accès à des services adaptés et visibles en français. Le nom l'indique, c'est vraiment tous les services qui puissent exister, ben, ils soient en français et qu'ils soient visibles, que les femmes soient au courant de ces services-là, parce qu'il y en a plein des fois qui existent, mais c'est difficile d'y avoir accès si on n'a pas un lien directement avec quelqu'un qui travaille dans cette organisation-là ou autre. Des fois, on ne connaît pas ces services-là, donc malheureusement, les femmes n'y ont pas accès à cause du manque de visibilité. Soutien au réseautage et à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle pour renforcer leur intégration économique. Donc, ici, en gros, ce que les femmes rapportent, c'est que au niveau de l'entrepreneuriat puis l'insertion professionnelle, la fameuse phrase qu'on dit toujours, avoir ton expérience canadienne, ben, c'est toujours une réalité pour les femmes. La difficulté d'avoir accès à cette première expérience canadienne qui, une fois que tu l'as, peut t'ouvrir plusieurs portes. Mais avant de pouvoir l'avoir, c'est aussi la difficulté d'avoir un accès à un réseau de mentors aussi, d'un réseau de personnes qui puissent les appuyer dans ce processus-là et qui fait que aussi la compréhension de la culture d'emploi ou la culture même d'entrepreneuriat canadienne, elle peut être aussi difficile à assimiler quand on n'a pas justement accès à ce réseau-là pour nous appuyer là-dessus. Le cinquième point, c'est la cinquième recommandation, c'est le renforcement des droits et de l'autonomie par la promotion et la formation de ceux-ci auprès des immigrantes. Ce que ça veut dire, c'est que quand on connaît nos droits, on a notre autonomie. Et on le sait qu'au Canada, il y a une spécificité par rapport aux droits. Il y a des droits qui sont plus au niveau fédéral, d'autres c'est plus au niveau provincial, des fois même au niveau municipal. Donc, cette complexité ou cette particularité, j'ai envie de dire, du Canada fait que aussi de connaître ces droits peut être encore plus difficile pour les femmes. Et encore plus quand on parle des droits en français, avoir accès à la justice en français. Donc, et les femmes nous racontent souvent qu'elles se sont mises dans des situations d'injustice parce qu'elles ne connaissaient pas leurs droits, parce qu'elles ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir accès à X ou Y service ou à X ou que c'est leur droit de demander un service particulier. Et tout ça, c'est toujours des choses que les femmes malheureusement doivent vivre à tous les jours parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Il y a pas des formations à ce niveau-là. Favoriser et soutenir le réseautage des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire, l'importance d'avoir une communauté, l'importance d'avoir des mentors, mais des mentors aussi qui sont accessibles aussi. C'est une des choses qu'elle recommande souvent. C'est que c'est important aussi d'avoir des personnes à qui elle pourrait une image qu'elle pourrait s'y refléter là-dedans, puis aussi de voir justement des histoires à succès, puis comment elle aussi, elle pourrait s'inspirer aussi dans leur nouveau projet d'immigration ici au Canada. Offrir des services sans obstacle pour les femmes en reconnaissant leur charge mentale. Ce que ça veut dire là-dessus, puis ça c'est un point aussi qui est tout aussi important, c'est que on se rend compte que les femmes, justement, pour avoir accès à des services, c'est important, mais ces services-là, des fois, ils ne répondent pas à tout le parcours d'immigration qu'une femme en a besoin. Et en plus de ça, ben, avoir accès à des services vient aussi avec une charge mentale. Donc, s'assurer que des services sont pouvoir y accéder. Est-ce que gérer les emplois du temps de la famille, gérer son propre emploi du temps et etc. Parce que souvent, on a aussi l'impression que les femmes immigrantes, elles ont du temps quand elles viennent. Croyez-moi, elles ont leur agenda très, très, très rempli. Et aussi, des fois, que ça fait qu'il y a des services qui sont là disponibles, mais qui sont disponibles dans des heures qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour les femmes. Donc aussi s'assurer de, quand on donne des services, ben, des services qui sont dans des horaires, disons, atypiques, qui permettent aux femmes de pouvoir y accéder. Donc le 9 à 5, probablement, les femmes n'y ont pas accès ou est-ce qu'il y a un espace de garderie qui est disponible? Donc où est-ce qu'elle va pouvoir mettre ses enfants? Donc tous ces éléments-là qu'il va falloir y penser pour justement s'assurer que l'offre des services, elle est sans obstacle pour les femmes. La huitième recommandation, c'est améliorer l'accès aux soins de santé en français pour les immigrantes en milieu minoritaire. Donc, ce point-là, je vais prendre plus de temps à en discuter tantôt, mais comme le nom l'indique, c'est une des gros besoins sur l'accessibilité des soins de santé pour les femmes aussi. Il y a une inéquité dépendamment des provinces où est-ce qu'elles se trouvent, des provinces ou territoires, mais c'est certain que la santé, c'est un déterminant qui est très important pour les femmes immigrantes. Neuvième, c'est l'insertion professionnelle respectueuse des compétences, des expériences et de l'identité professionnelle des femmes immigrantes.
Euh, la stratégie, les répondantes de cette stratégie-là, elles ont été toutes très honnêtes à partager, surtout dans les différents moyens de venir au Canada. Souvent, elles viennent avec beaucoup, beaucoup d'expérience, avec beaucoup de diplômes. Et ces diplômes ne sont pas toujours, bien évidemment, reconnus dans certains contextes ici au Canada, mais aussi les opportunités d'emploi qu'on les encourage à y aller vers ne sont pas nécessairement adéquatement avec leur propre objectif de carrière. Des fois, elles nous partagent qu'il y a peut-être une instrumentalisation du besoin de la société versus ce que la femme peut rapporter par rapport à sa propre expertise. Disons que si la société pense qu'elle a un besoin dans un domaine spécifique, que souvent ça peut être un domaine plus féminin, de tradition, mais on va naturellement encourager les femmes d'aller vers ce domaine-là plutôt que vraiment leur poser la question qu'est-ce qu'elles veulent vraiment faire, puis c'est quoi les options qui sont offertes pour elles pour y aller. Puis vraiment, à la fin, laisser le choix à la femme de faire ce choix-là d'insertion professionnelle qui soit adéquat avec son identité professionnelle à elle-même aussi. L'avant-dernière recommandation, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin par des initiatives de soutien adaptées, incluant mentorat, réseautage et accès au financement. Donc, vraiment promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat, c'est souvent une belle aventure que plusieurs, elles en parlent, mais une aventure qui peut être très difficile, très isolante et très précaire aussi financièrement dans certains contextes. Donc, c'est important d'avoir un soutien qui est adapté, puis on le sait que l'entrepreneuriat aussi, il permet justement l'innovation sociale également, puis permet de répondre à des besoins de la population. Donc, vraiment encourager les femmes parce qu'elles aussi, elles ont beaucoup à apporter sur l'entrepreneuriat. La dernière recommandation, c'est de évaluer, mesurer et surveiller, excusez la coquille, surveiller la mise en œuvre de l'ACS+. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que quand on met en avant toutes ces recommandations, toutes ces politiques, ben vraiment de s'assurer d'évaluer et de mesurer l'impact de ces recommandations concrètement sur les femmes, puis d'utiliser le fameux outil que je vous ai parlé tout à l'heure de l'ACS+, cet outil-là qui permet, entre autres, justement, de s'assurer que d'adapter des recommandations concrètement par rapport à la situation qui se passe sur terrain. Pour ceux et celles qui ça leur intéresse d'en savoir plus sur la CS+, je vais en parler à la fin. On a des formations qu'on a mis là-dessus. Donc, ça pourrait être quelque chose de peut-être utile pour vous pour la formation continue. Allons-y d'abord pour la santé et le bien-être. Premier enjeu qui en est ressorti. Donc, quels sont les enjeux qui en est ressorti sur la santé et le bien-être des femmes immigrantes francophones? La première chose, c'est l'accessibilité de soins de santé en français. Je pense pas que personne ici ne serait surpris ou surprise de ce constat-là, mais c'est une des plus grosses problématiques que les femmes mettent en avant. Les services de santé spécifiques aux femmes en français aussi. Donc, il y a les services de santé en général, mais les services de santé qui sont particuliers par rapport aux besoins des femmes, c'est très difficile aussi de les avoir en français. Une barrière linguistique aussi qui existe. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de services de santé en français, d'essayer de comprendre les besoins des femmes, ça aussi, c'est les besoins aussi, au-delà des besoins des femmes, et de pouvoir discuter avec des professionnels qui ne parlent pas leur langue, dans le fond, qui ne parlent pas français, c'est très difficile de se faire comprendre. Et quand on ne se fait pas comprendre, bien évidemment aussi, ça a un impact également sur notre santé parce qu'on n'est pas en mesure d'avoir une conversation et de clairement dire aux professionnels de la santé devant nous, c'est quoi réellement qu'on est en train de vivre, c'est quoi notre besoin pour améliorer notre santé. Bien-être et soutien psychologique. Donc, outre que la santé physique, il y a la santé mentale, mais aussi le bien-être, de favoriser le bien-être des femmes. Je l'ai pas, j'en ai discuté tantôt, la raison, entre autres, de la charge mentale, parce qu'elles sont les principales demanderesses du projet d'immigration, si vous vous rappelez de cet élément-là que j'ai dit au début. Ben, vient avec ça, la santé mentale. Donc, comment on peut prévenir justement cette charge-là mentale que les femmes peuvent vivre, ben, c'est à travers aussi un soutien au niveau de la santé. Puis ça, c'est un des enjeux aussi qu'elles vivent. Et un accès équitable aux femmes enceintes. Les femmes enceintes, quand elles viennent au Canada, plusieurs parlent de la difficulté d'avoir un système de santé
pour elles. À part des histoires d'horreur aussi qu'elles peuvent y vivre. Donc, à devoir de elles venir dans un nouveau pays, être enceinte, de devoir essayer de comprendre tout ce que je vous ai dit, le projet d'immigration, comprendre la nouvelle culture, comprendre le nouveau pays, mais aussi s'inquiéter pour elle-même en étant une femme enceinte, mais aussi pour son enfant, le bébé qu'elle porte. Donc, tout ça vient vraiment avec une charge lourde pour les femmes parce qu'il n'y a pas un accès équitable pour les femmes enceintes pour le soin de santé. Donc, parmi les faits saillants au niveau des statistiques, pour ceux qui aiment les statistiques, je vous ai parlé un petit peu des enjeux qu'on est ressortis, mais statistiquement, dans la stratégie, ce qu'on est ressorti, c'est que 34 et 26, donc ça fait à peu près 60% des répondantes, elles ont parlé qu'elles ont vécu de la difficulté aux soins de santé, d'avoir accès aux soins de santé. Donc 60%, soit une difficulté qui est modérée ou une grosse difficulté, mais elles ont quand même déclaré qu'ils ont eu des défis pour avoir accès à des services de santé. Euh, Plus de 20%, elles disent qu'elles vivent elles-mêmes de la détresse psychologique et des défis de santé mentale ou quelqu'un de sa famille également y vit. Donc, on sait aussi que même si c'est quelqu'un de notre famille, ça peut nous affecter aussi également si quelqu'un qu'on sait qui est en train avec qui on habite, qui vit de la détresse psychologique. 27% des répondants disent avoir eu de la difficulté modérée à obtenir des soins de santé reproductive. Et 16% des mères, au fait, donc les mamans qui ont répondu à notre sondage, donc 16% des mamans, elles incluent que la détresse psychologique et la santé mentale sont les principaux obstacles au succès de leur projet immigration. Donc, dans le fond, si on répond à leurs besoins psychologiques, à leur santé mentale, ça va nettement améliorer leur projet d'immigration ici au Canada. Quelques résultats régionaux. Je vous ai un petit peu posé la question tantôt d'où est-ce que vous venez. Donc, peut-être qu'il y aura certains des résultats qui vont vous être intéressés dépendamment de où est-ce que vous vous retrouvez. Ça, c'est des résultats, les statistiques en ressortent sur le niveau de difficulté par rapport à la moyenne nationale. Donc, on a fait une moyenne nationale. La première colonne que vous voyez à la gauche de l'écran, ça, c'est quand c'est beaucoup de difficultés par rapport à la moyenne nationale. La colonne de droite, c'est moins de difficultés par rapport à la moyenne nationale. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on est moins par rapport à la moyenne nationale qu'il n'y a pas le besoin. Le besoin est quand même là, mais ça pourrait quand même, ces statistiques-là nous démontrent un petit peu où est-ce qu'on se retrouve dans chaque province par rapport à la moyenne nationale. Pas toutes les provinces sont ici, je pense pas, mais je peux vous ramener par la suite à notre stratégie. Vous allez pouvoir voir tous les détails que vous en avez besoin. Donc, où est-ce qu'on a beaucoup de difficultés par rapport à la moyenne nationale? La Colombie-Britannique sur l'accessibilité des services de santé. 45%, donc c'est plus de 11% pour la moyenne nationale. Le Manitoba, 43%. Le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, 54%. Et l'Ontario, 31%. En ce qui concerne les autres, on a Terre-Neuve et Labrador avec la Nouvelle-Écosse, c'est 13%. L'Alberta, 19%. Les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut et le Yukon, c'est 13%. Et la Saskatchewan, 12%. Maintenant on a un peu le statut de la situation, les constats sont là, puis on sait c'est quoi. La prochaine étape qui a été d'accompagner ces femmes immigrantes qui ont répondu à cette stratégie, c'était, OK, mais c'est quoi les solutions? Selon vous, vous-même, qu'est-ce que vous aurez voulu avoir pour que votre projet d'immigration soit meilleur, spécifiquement par rapport à la santé? Donc, voici ce que les femmes nous ont partagé. D'abord, c'est garantir un accès équitable en minimisant les barrières linguistiques et culturelles. Donc, avoir accès équitablement aux services de santé, puis enlever vraiment toutes les barrières linguistiques, puis même culturelles aussi que ça pourrait avoir pour pour que justement le soin de santé ne soit pas un luxe dans certaines régions, soit vraiment un droit accessible à toutes les femmes qui viennent dans notre pays.
Renforcer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive en français, c'est très, très difficile et même dans certaines régions, même en anglais, on sait aussi que ça peut être difficile, donc encore plus quand on parle de la question de la barrière linguistique. Puis quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, ça inclut aussi bien évidemment l'avortement aussi. Donc tout ça, avoir accès à ces services-là, ça peut être très difficile et qui rajoute encore plus un stress pour les femmes pour y avoir accès. Créer un programme express pour les femmes enceintes et pour celles avec des nouveau-nés. Donc, l'une des recommandations aussi qu'elle suggère, c'est que quand une femme elle est enceinte, puis on le sait qu'elle est enceinte, puis elle vient au Canada, ben, assurons-nous qu'il y a un programme express pour vraiment accompagner ces femmes-là parce qu'elles sont dans une situation spécifique. Ça peut, parce que on le sait qu'un accouchement, ça peut bien aller, comme ça peut être très, très, pas bien aller, justement avec la question du stress. Donc, c'est important d'accompagner les femmes dans ce processus. Et aussi, quand elles viennent également avec des petits poupons, des nouveau-nés, donc c'est d'offrir des services rapidement aussi pour les femmes et leurs nouveau-nés. Offrir également des services personnalisés dès l'arrivée des familles avec un suivi régulier avec un ou une intervenante pour créer un lien de confiance. Donc là-dedans, outre que de donner un soin de santé, de vraiment de pouvoir avoir quelqu'un, un contact, donc un ou une intervenante pour pouvoir les accompagner. Puis c'est là où ça ramène un peu à la prochaine recommandation, c'est où est-ce qu'elle parle de considérer le bien-être psychosocial et la santé mentale, de vraiment avoir un accompagnement psychosocial pour les femmes et ou bien évidemment aussi ne pas oublier la santé mentale, que ce soit pas que quand la femme est en détresse et qu'elle n'arrive pas à trouver des services de santé, mais plutôt aussi de travailler sur la prévention aussi de la santé mentale des femmes immigrantes. Maintenant, on va y aller avec des exemples de stratégies que les femmes ont partagées spécifiquement dans les provinces ou territoires dans lesquels elles se trouvaient. Donc, j'en ai pris juste quelques-unes qu'on vous partage aujourd'hui, mais encore, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur votre province, spécifiquement votre territoire, on a développé plein d'outils qui sont accessibles que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure. Nouvelle-Écosse. Donc, pour la Nouvelle-Écosse, parmi les actions qu'on propose, que les femmes ont proposées, c'est que, il devrait y avoir un service de traduction certifié pour faciliter la communication avec les patients francophones. Donc, si on n'est pas en mesure d'avoir des professionnels de santé en français, ben, au moins assurons-nous d'avoir un service de traduction adéquat pour pouvoir justement bien discuter et bien faire expliquer aux professionnels de santé ce qu'on ressent, mais aussi de comprendre ce que le professionnel de santé est en train de nous dire également par rapport à notre santé. Un répertoire des médecins francophones disponibles en collaboration avec le réseau de santé de la Nouvelle-Écosse. Donc, le besoin d'avoir un répertoire des médecins francophones qui est accessible, comme au lieu d'essayer de trouver où existent les médecins qui parlent français, ben, qu'il y ait déjà un répertoire qui est accessible pour elles. Et un service psychosocial francophone intégré au sein d'un organisme d'intervention également. En Alberta, un service d'interprète et de traduction. Elle propose même peut-être même d'utiliser l'intelligence artificielle si on n'arrive vraiment pas à trouver un service d'interprète, mais vraiment de juste s'assurer qu'on puisse parler dans notre langue et que l'autre personne la comprenne aussi dans notre langue. Donc, le professionnel de la santé qu'on le comprenne dans notre langue. Un service d'écoute et de sensibilisation. Donc, outre que juste avoir le service de santé, de vraiment d'avoir un service d'écoute donc qui rejoint un petit peu la question de l'accompagnement psychosocial et surtout de la santé mentale, de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir aussi être sensibilisé aussi à certains facteurs de risque pour notre santé mentale pour pouvoir l'améliorer aussi et la prévenir aussi. Un parcours d'intégration avec une intervenante sociale sur le terrain. Donc, quand on arrive dans le pays, l'idéal pour eux, c'est qu'il y ait une intervenante sociale qui est là pour les accompagner du début jusqu'à la fin. Puis d'ailleurs, certains de ces services-là, ils les existent dans d'autres pays, que c'est automatiquement. Donc, il y a des choses aussi qu'on pourrait aussi s'inspirer de d'autres pays qui ont l'habitude d'accueillir des immigrants chez eux. En Colombie-Britannique.
Parmi les actions, on parle de l'accompagnement dans le système de santé. On parle d'avoir accès à un médecin ou un professionnel de santé, mais avant même d'y avoir accès, de comprendre comment le système de santé lui-même fonctionne. Si on veut juste faire une prise de sang, est-ce on peut le faire nous-mêmes ou on a besoin d'abord de passer par un médecin? Donc, il y a plein de façons de faire que nous avons ici qui peut être très différentes par rapport au quand on vient d'un pays d'origine. Donc, de vraiment avoir un accompagnement pour que les femmes comprennent même comment fonctionne le système de santé ici au Canada. La formation du personnel médical et administratif pour mieux servir la clientèle francophone. Donc, former les professionnels qui travaillent dans le système de santé, les former sur la réalité et les besoins des femmes immigrantes pour mieux les servir justement et un service de gynécologie francophone ou avec accès à des interprètes dans ce domaine. Encore, c'est pas une surprise, comme ça a été dit tantôt, donc le besoin d'avoir des gynécologues, des personnes justement pour appuyer les femmes qui sont enceintes. Le Manitoba. Les actions, on a services et formulaires en français pour faciliter l'accès aux soins de santé. Les listes des services francophones qui sont spécifiques pour les femmes. Donc, c'est quels sont les services, hein, quand on parle de la santé, c'est quoi les services qui sont disponibles pour elles. Puis des ateliers dans les écoles pour sensibiliser les femmes aux services de santé en français. Donc, plusieurs, comme on l'a dit tantôt, plus de 52%, c'est des mamans qui viennent. Donc, bien évidemment, elles ont accès à l'école une fois qu'elles enregistrent leurs enfants. Puis ça peut être un bon moyen de travailler également avec les écoles pour sensibiliser les femmes pour bien connaître les services de santé en français qui existent dans leur région. Le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Donc, parmi les actions qu'elle propose, on a une plateforme de consultation en ligne pour les immigrantes en attente de consultation médicale. Donc, qu'on a une plateforme qui est là, qu'on peut consulter à tout moment, en attendant de pouvoir avoir une consultation médicale, mais de pouvoir avoir des données ou pouvoir avoir réponse à nos questions de manière qui est adéquate, mais au-delà d'adéquate, mais qui va au-delà de juste poser une question peut-être sur Google, puis va avoir plein de réponses là-dessus, mais avoir vraiment des réponses qui sont professionnelles en attendant de pouvoir consulter un médecin. Visite d'évaluation dès l'arrivée pour prioriser les besoins de santé en fonction de l'urgence. Permettre aux femmes, dès qu'elles arrivent d'un confort, il y a une visite complète qui se fait pour les personnes, la femme immigrante, pour s'assurer de déjà identifier si elle est en bonne santé, s'il y a des besoins spécifiques. Comme ça, on est plus dans la prévention plutôt qu'attendre une fois qu'un état s'aggrave pour essayer de trouver des solutions. Partenariat avec les organismes dans le réseau de la santé en français pour accéder au répertoire des médecins pratiquants en français. Donc, encore pouvoir avoir un répertoire pour pouvoir comprendre, connaître c'est qui ces médecins qui peuvent pratiquer en français puis pouvoir directement les contacter. L'Ontario, programme de sensibilisation et de consultation pour garantir un accès équitable aux soins de santé en français. Programme de préparation et d'intégration des immigrants dans le système de santé canadien. Donc, vraiment aussi également, outre que donner un programme d'accessibilité aux soins, mais aussi de les préparer encore. Comme j'ai dit tantôt aussi, c'est de comprendre ce système de santé, elles en ont besoin. C'est très difficile de le comprendre. Il y a un besoin de formation aussi pour les femmes à ce niveau-là. Puis un programme de santé mentale spécifiquement adapté aux besoins des immigrantes francophones en mettant l'accent sur la sensibilisation, le dépistage précoce et le soutien continu. Puis il y a des recherches là-dessus d'ailleurs qui démontrent que souvent les premières années des personnes immigrantes, quand on parle des premières années, les 3 à 5 premières années, c'est les années les plus difficiles que les personnes immigrantes en général peuvent vivre. Il y en a plein qui sont en détresse. Il y en a plein qui vivent des PTSD à ce moment-là. Fait que c'est vraiment important. C'est un moment charnière aussi de pouvoir, une fois qu'on intègre bien les personnes immigrantes, qu'on s'assure qu'ils sont vraiment bien en santé, puis qu'on prévient aussi toute santé mentale, ben ça permet justement d'avoir une intégration meilleure pour les années à venir pour ces personnes immigrantes et pour leurs familles également. Parce qu'il faut le dire.
des personnes qui viennent avec leur famille. Tu sais, on parle des personnes immigrantes, mais les enfants aussi voient ça. Et les enfants sont témoins de comment leurs parents sont en train de vivre ce projet d'immigration. Puis ça aussi, on n'en parle pas assez. Ça peut avoir un impact aussi sur la santé mentale aussi des enfants également. Donc ça, c'est un petit pour donner un aperçu concret sur ce qui se passe sur la santé, qui en est ressorti sur la santé, spécifiquement par rapport à la stratégie en immigration. On a aussi, outre que ça, outre de vous présenter ça aujourd'hui, on a développé plein de ressources et des outils que je pense qu'ils pourront vous être très, très utiles. Donc, on a des formations qu'on a développées en ligne, des formations sur plein de sujets en lien justement avec les recommandations. Il y a des bootcamps aussi qu'on va faire. Donc, dans certaines régions, nous-mêmes, on va se déplacer directement dans certaines provinces et territoires pour pouvoir faire des formations spécifiques par rapport aux recommandations qui en est sorties dans votre région. Je vous le partage en primeur. Au mois de février prochain, à la mi-février, on nous serons à l'île du Prince-Édouard. Justement, ce sera notre premier bootcamp où on va pouvoir faire justement vous expliquer mieux comment mieux intégrer cette stratégie concrètement à tous les jours. Donc, pour les gens qui sont de là-bas, restez à l'affût, vous allez pouvoir avoir des nouvelles très bientôt. On est en train de développer aussi un balado où on invite plein de femmes immigrantes puis qu'elles puissent elles-mêmes parler de justement de ce qu'elles ont vécu par rapport à chacune des recommandations. Donc, un autre moyen d'avoir des récits concrets aussi, donc rester à l'affût. Des livrets d'accueil aussi qu'on est en train de développer pour chaque province et territoire qui regroupe un petit peu tous les services qui existent pour les femmes immigrantes pour qu'elles soient plus faciles à pouvoir naviguer un peu dans tous les services qui existent, mais des services qui sont spécifiques par rapport aux femmes immigrantes. La stratégie, c'est une stratégie d'au-delà de 300 pages qu'on a développée, mais si vous voulez la lire, je vous encourage. Mais on a aussi développé des fiches qu'on a appelées des fiches régionales et des fiches explicatives. Ce que ça veut dire, les fiches régionales, c'est des fiches qui regroupent un peu ce qu'on est sorti par rapport à chaque région du pays. Et les fiches explicatives, c'est qu'elles sont plus en train d'expliquer plus concrètement et on y va plus loin sur les recommandations qu'on est sorties. Des capsules vidéo aussi. D'ailleurs, on a une capsule vidéo qu'on a développée sur la santé. Je vous encourage aussi à le voir. Puis, on va faire un rassemblement, un congrès national en 2028 prévu. Donc, restez à l'affût pour ça. Donc, si vous voulez aller voir le site web qu'on a développé, c'est immigration.affc.ca. Puis je vais me permettre, je pense qu'on a peut-être quelques minutes. Donc, je pourrais peut-être vous partager, naviguer avec vous le site web pour que vous ayez un petit peu une idée comment y avoir accès. Donc, je vais juste rentrer directement dans le site web et je vais repartager mon écran avec vous. Donc, on est sur le site web, donc immigration.affc.ca. Donc, ici, vous allez découvrir la stratégie. Vous pouvez la télécharger au complet ici. Mais ici, vous pouvez y aller avec les fiches explicatives, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, fiche explicative, vous pouvez aller pour chaque recommandation. Vous pouvez télécharger la fiche. Vous allez voir, c'est une fiche condensée qui explique tout ce que vous avez besoin. Puis si vous allez dans les fiches régionales, ben, vous pouvez y aller par votre province, puis comprendre un peu, voir directement les statistiques qu'on est ressorties, mais aussi les recommandations spécifiques que les femmes ont partagées aussi. Vous pouvez avoir accès à des formations aussi, donc les formations qui ont été enregistrées ou celles qui sont en direct. Donc, si vous voulez une formation sur la 16+, le par et pour, le droit, le santé et bien-être, insertion à l'emploi et autres, là. Donc, vous avez toutes sortes de formations qui sont disponibles pour vous. Et d'autres ressources aussi qui sont disponibles. Donc, un cahier sur la 16+, si vous voulez mieux l'intégrer à tous les jours. Donc, c'est vraiment disponible. Un guide de création aussi. Puis, les premiers balados qu'on a sortis, mais il y a aussi d'autres balados également qui s'en viennent. Et également des capsules vidéo aussi que vous allez pouvoir voir, que je vous encourage vraiment à aller voir. Il y a des moments drôles, des moments plus sérieux dans ces balados-là, mais ça explique le besoin qui existe. Puis vous avez la capsule 4 si ça vous intéresse, c'est sur les droits et la santé. Donc, l'accessibilité au système de justice et la santé en français. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être que Adam pourrait venir à la rescousse.
Merci beaucoup, Soukaina, pour cette présentation très complète et aussi pour le partage des ressources. Pendant que tu étais en train justement de présenter, j'ai eu l'occasion d'aller voir aussi un petit peu sur le site. Effectivement, c'est assez complet entre les vidéos, les fiches explicatives, les fiches régionales. J'encourage vraiment donc, notre public à aller effectivement donc, les voir avec, en profondeur. Donc, la parole est à vous, cher public. Donc, vous pouvez poser vos questions donc, dans le chat ou la boîte donc Q&A. Et si vous préférez donc le faire de manière orale, vous pouvez aussi donc lever la main et donc on activera votre micro pour que vous puissiez parler. En attendant, moi, il y a une question que j'aime bien poser donc à nos invités, c'est quelles ont été les étapes clés du processus de consultation et d'analyse qui a mené à cette stratégie? Hmm, c'est une très bonne question. Donc, ça a été d'abord, il fallait recruter, parler de son parcours d'immigration, faire un sondage, c'est pas quelque chose que tout le monde a envie de faire, on le sait. Donc, ça a été très important, de s'assurer d'aller recruter. Puis nous, en tant que, j'ai pas pris le temps de présenter l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne tout à l'heure, mais on est une organisation nationale, puis on a un réseau d'organisations membres sur terrain. Donc, nos membres ont été très, très utiles, puis je les remercie là-dessus à pouvoir faire le recrutement puis encourager également les femmes à pouvoir répondre à ce sondage. On voulait vraiment avoir des femmes ça fait, qui a en fait une diversité de parcours. Donc, c'est pas toutes des femmes qui sont venues avec un moyen spécifique d'immigration. Donc, vraiment, chacune est venue avec différentes manières. Comme on le sait, le projet d'immigration, c'est un parcours différent d'une femme à une autre. Donc, il y a eu le sondage, mais il y a aussi les focus groups, donc des groupes témoins aussi qu'on a pu faire pour aller au-delà de ça, pour aller vraiment chercher vraiment les recommandations. Donc, il y a eu plusieurs groupes témoins qui ont eu lieu et c'est ce qui nous a aussi permis de faire sortir un peu toutes les recommandations et surtout les stratégies aussi que les femmes ont mis. Puis autre chose aussi que je voudrais aussi partager, c'est que dans la stratégie, on a fait aussi une veille. Donc, on est allé à se dire, ben, au-delà du Canada, qu'est-ce que les autres pays font dans l'intégration et comment on peut mieux faire au niveau de cette intégration? C'est quoi les pratiques qui réussissent ailleurs qu'on peut les intégrer? Puis, il y a plein de pratiques qui existent. Donc, vous allez voir aussi dans les fiches explicatives et régionales, vous allez pouvoir voir des pratiques aussi à de l'international qu'on a aussi inclus. Donc, si jamais ça vous inspire à pouvoir faire des projets, je vous invite ça pourrait vous donner des belles idées là-dessus. Mais peut-être le parenthèse que je vous garderai, c'est qu'une des choses que les femmes ont beaucoup mis l'accent là-dessus, c'est que quand on développe des projets pour elles, impliquons les femmes immigrantes dès le début. Puis l'implication des femmes immigrantes, ça peut être par un partenariat avec une organisation de femmes dans votre région, mais vraiment de s'assurer que ça soit l'implication soit pas juste de dire aux femmes, ben voici un service, ayez accès à ce service-là, mais vraiment de prendre en considération qu'elles soient des partenaires du début jusqu'à la fin du projet. Merci beaucoup, Soukaina, pour ces détails. Alors, ça commence à bouger un peu du côté du chat. Excellent. Une première question de Madame Sa El Felahi qui dit merci pour cette belle présentation. En ce qui concerne les statistiques d'accès aux services de santé, font-elles référence à l'accès aux soins de santé en général ou plus précisément aux services de santé en français? Toutes les données que je viens de présenter, je vois aussi la question, c'est est-ce que ces données préviennent des résultats de la stratégie? Oui. Donc, toutes les données que je viens de présenter pour vous viennent de la stratégie, puis on parle principalement des soins de santé en français. Tout à fait. D'accord, merci. Une autre question de Madame Rose Frances. Je vois pas tout le nom en entier, je suis désolé. Merci pour cette belle présentation et pour l'initiative de la CSF. Notre plaisir. La question, dans les fiches régionales pour l'Ontario, quelles priorités ont émergé concernant l'accès aux soins de santé mentale et aux dépendances pour ces femmes et comment la stratégie prévoit-elle de renforcer les capacités des professionnels de santé francophones? Ça, c'est une très... Ben, je vais être très honnête avec vous, je ne me rappelle pas de toutes les stratégies pour toutes les provinces et territoires, donc on pourrait aller ensemble, peut-être voir spécifiquement pour l'Ontario. Mais pour répondre à votre question, puis ça, c'est un des défis peut-être qu'on a présentement, c'est qu'on est dans une phase où on est dans le rayonnement de la stratégie. Présentement, c'est de faire connaître cette stratégie, puis comment on veut la faire connaître, c'est par les formations qu'on développe, par les outils qu'on développe.
mais il doit y avoir une partie de mise en œuvre de la stratégie. Puis là-dessus, j'espère que le gouvernement va pouvoir investir justement pour mettre en œuvre des projets qui répondent aussi adéquatement à ces recommandations. Donc, je pense que on est en deuxième partie là-dessus. Puis c'est des discussions qu'on a, puis qu'on espère qu'il va y pouvoir émerger plein de projets dans différentes régions du pays. Parce que la stratégie, rappelons-le, c'est une stratégie, oui, développée par IRCC. On a aussi collaboré avec le REBE Canada en ce qui concerne les recommandations pour l'employabilité et l'entrepreneuriat. Mais c'est une stratégie qui n'appartient pas nécessairement à la FFC. C'est une stratégie qui est là pour nous tous qui travaillons dans le secteur d'immigration, de près ou de loin, pour qu'on travaille ensemble pour améliorer le parcours des femmes immigrantes, mais qu'on l'améliore avec des données qui sont concrètes puis répondre à des besoins qu'on sait c'est des besoins qui sont là à travers ces stratégies. Merci, Soukaina. Alors, une deuxième question toujours de Madame Rose Frances Pierre. Comment la structure, pardon, pan-canadienne de la stratégie s'adapte-t-elle aux réalités régionales comme celle de l'Ontario où les femmes immigrantes francophones font face à des défis d'établissement et d'équité linguistique dans le secteur de la santé? Je m'excuse, je vais devoir relire la question. Bien Pourrais-tu sûr. la relire? Donc, tu as la question devant toi, c'est bon? Oui, je suis Ouais, en train- Donc, comment la structure pan-canadienne de la stratégie s'adapte-t-elle aux réalités régionales comme celle de l'Ontario, où les femmes migrantes font face à des défis d'établissement et d'équité linguistique dans le secteur de la santé? Bien, la stratégie était là pour lever le voile sur la situation des femmes. Il faut le dire. C'est pour ça que la stratégie a été mise en place. C'est de lever le voile sur c'est quoi les réalités que les femmes vivent dans les différentes régions, en Ontario ou ailleurs en Ontario. Puis là-dessus, par la suite, c'était une fois qu'on sait c'est quoi la situation, ben il faut les faire connaître. Il faut aussi s'approprier ces défis-là et aussi de mettre en œuvre des projets qui répondent adéquatement aux besoins des femmes. Donc, autant pour l'Ontario que pour d'autres réalités régionales. Donc, ça a été selon les répondantes, il faut le dire. Mais aussi, il y a eu en aparté également, il y a eu vraiment toute une recherche aussi académique qui a eu lieu pour vraiment s'assurer que ça répond adéquatement à certaines choses. Puis il faut quand même le dire, hein, il y a peut-être des notions qui n'en est pas beaucoup sorties dans les recommandations, mais ça en est sorti juste, ça n'a pas beaucoup été véhiculé par les femmes, pas par toutes les femmes qui ont répondu, mais d'autres on en ont discuté, qu'on en a quand même fait part durant la stratégie. C'est toute la question du sexisme que les femmes vivent, toute la question aussi du racisme que les femmes vivent, et tous ces éléments-là aussi qui peuvent affecter la santé mentale des femmes. Mais une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que peut-être quand on vient à peine d'arriver au Canada, il y a peut-être des notions qu'on ne se rend pas compte, ces subtilités-là qui peuvent être du sexisme ou du racisme, que des fois, ça prend plus de temps pour pouvoir mieux cerner malheureusement certaines situations que nous vivons. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne les vivent pas. Puis c'est des choses qui peuvent impacter également leur santé mentale. Merci Soukaina. Alors, nous avons une question de Madame Annie Irène Hénan qui dit, peut-on revenir sur la place où retrouver la stratégie sur le site AFCCC? Je viens de vous envoyer le lien donc directement par message. Donc, et vous avez donc les fiches explicatives et les fiches régionales au niveau de la stratégie. Alors, une autre question de Madame Nour Enaye. C'est un nom qui me dit quelque chose. Comment les organismes francophones peuvent faire rayonner cette stratégie? Oui, tout à fait. Le nom nous dit quelque chose, puis je vais lui faire un petit salut. Madame Nourenaï, c'est notre présidente. Donc, comment les organismes francophones peuvent faire rayonner cette stratégie? Ben, il y a différentes manières de le faire. C'est de s'approprier la stratégie. Comme je l'ai dit, il y a plein d'outils qui sont développés pour vous. Ça a vraiment été une des outils un peu le plus accessible pour vous, que vous prend moins de temps. Donc, un, prenez le temps de lire, ça serait la première chose. Deux, il y a plein de choses que nous aussi également on peut vous appuyer là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin spécifique, qu'on peut vous appuyer là-dedans. Comme j'ai dit, il y a des bootcamps, on peut collaborer sur des webinaires, il y a plein de choses qu'on peut collaborer sur la formation. Mais rappelons-en que quand on veut faire un changement systémique, un changement dans la société, c'est pas une organisation qui peut le faire tout seul. On a tous et toutes un rôle là-dessus. On met un rôle aussi qu'il faut toujours se dire comment bien le faire adéquatement sans enlever la voix aux femmes immigrantes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est important de travailler adéquatement avec les organisations de femmes, avec les femmes immigrantes, toujours dans un respect de vouloir de mieux intégrer les femmes immigrantes et de répondre adéquatement à leurs besoins. Merci Soukaina. Alors, une autre question. Cette stratégie a été publiée l'année dernière, je pense. Donc, quelle a été la réception à date et les avancements à ce niveau-là?
Ben, jusqu'à date, de un, ça a été une très bonne réception. On est en toute transparence avec vous. Elle est autant au niveau médiatique, il y a eu un gros intérêt, autant au niveau de la communauté aussi, il y avait un très grand intérêt. Donc, les gens aussi ont été beaucoup dans l'apprentissage. Pour ceux qui parlent, d'autres, ça a été aussi de valider ce qu'ils voient déjà sur terrain, mais qu'il n'y a pas des données pour valider ou au fait pour donner du poids à ce que eux, ils voient sur terrain. Donc, cette stratégie est venue un peu donner des arguments concrets. Donc, ça a toujours été bien reçu. Puis, on n'a jamais eu de réponse de réception négative là-dessus, bien au contraire. Mais là, c'est comment on peut vraiment s'assurer de la mettre en œuvre. Fait que c'est vraiment la partie où moi, je vous encourage encore à travailler, qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. C'est qu'on a une stratégie, c'est beau, il faut la connaître, il faut comprendre les besoins, mais il faut répondre à ces besoins-là. Puis, c'est vraiment toute une communauté qui doit travailler pour ça. Excellent, merci. Alors, Madame Rose Frances Pierre nous revient avec une dernière question. Elle espère. Parmi les 11 recommandations de la stratégie, excusez-moi, ça défie, voilà. Lesquelles ciblent prioritairement le renforcement des capacités des femmes immigrantes francophones noires pour un leadership dans le secteur de la santé? Et comment mesure-t-on leur en œuvre à court terme? C'est une excellente question. Donc, il n'y a pas eu de recommandation qui est spécifique par rapport aux facteurs identitaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas eu fait des recommandations qui sont spécifiques aux personnes noires, aux personnes musulmanes, aux personnes appartenant à la communauté de LGBTQI+. Mais vraiment, on a regroupé la francophonie avec, il y a une intersectionnalité là-dedans. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y voir le guide de la CS+ qu'on a développé. Vous allez peut-être avoir plus de données. On est allé un peu au-delà de ça. Mais vraiment, les recommandations, ça a été spécifique par rapport aux femmes immigrantes dans toute leur intersectionnalité. Excellent, merci. Euh, alors, c'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, de mon côté, il y a plusieurs excellentes idées. Donc, est-ce que la stratégie a des pistes de mise en œuvre ou on va dire des approches qui semblent être réalistes pour faire justement concrétiser les stratégies proposées? Ben oui, toutes les recommandations que je vais vous montrer, puis les recommandations concrètes qui viennent des femmes immigrantes, c'est des recommandations qui peuvent être articulées en des projets concrets, en des initiatives sur terrain. Je pense que le nerf de la guerre présentement, c'est toujours la question, ben, on a besoin d'un financement pour pouvoir mettre en place ces initiatives, puis il y a peut-être des initiatives qui peuvent être mises suite à des collaborations. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir une meilleure, pour les années à venir, on a besoin de vraiment un investissement concret de la part du gouvernement là-dessus pour appuyer les gens qui nous regardent, peut-être qui travaillent au sein des organisations, pour pouvoir les mettre sur terrain. Mais aussi, entre-temps, certaines des organisations peut-être développent déjà des projets pour les femmes immigrantes. Donc, peut-être que ça pourrait, ce que je les invite à faire, c'est de prendre le temps de dire, est-ce que ces projets-là qu'on est en train de développer, est-ce qu'ils répondent adéquatement à ces recommandations-là, puis comment on peut les ajuster, nos projets qu'on fait déjà pour mieux répondre vraiment aux besoins des femmes. Il y a plein honnêtement, il y a plein de recommandations et de stratégies qui ont été faites, puis des stratégies des fois aussi faciles. Je me rappelle, par exemple, une des stratégies qui en est ressortie, puis si je me trompe pas, c'était en Saskatchewan, c'est que quand on développe un service pour les femmes, ben, assurons-nous qu'il y a une accessibilité de transport en commun pour les femmes à ce niveau-là. Donc, aussi simple que ça, que des fois, on ne prend pas pour acquis, on peut développer des beaux projets, mais pour que la femme puisse prendre le transport en commun et y arriver, ben, il y a pas d'arrêt d'autobus proche de ce service communautaire. Donc, c'est un exemple qui peut paraître farfelu quand on le prend pour acquis, mais pour une femme qui vient d'arriver, ben non, je peux pas venir chez toi. J'ai pas de moyens pour venir chez toi. Donc, vraiment prendre en considération là tous les barrières qui peuvent limiter les femmes à avoir accès à des services, puis prenez le temps de lire. Prenez le temps de voir les vidéos, les capsules, prenez le temps d'écouter les balados aussi si ça vous tente pas de lire. Il y a plein d'options qui sont là pour vous donner réponse à vos questions aussi. Merci beaucoup, Soukena. Alors, peut-être une dernière ou avant-dernière question. Quel objectif ou levier d'action semble les plus déterminants ou prioritaires pour favoriser le leadership et la participation des femmes immigrantes francophones? Ben, écoutez, les recommandations qui ont été mises, elles n'ont pas été mises pour dire une recommandation est plus importante qu'une autre. Vraiment, ces 11 recommandations-là, si vous vous rappelez un peu l'image que je vous ai montrée sur le parcours d'immigration, elles sont toutes aussi importantes pour améliorer le parcours des femmes. Fait que vraiment, il ne faut pas les prendre
cloisonner, mais plutôt les prendre de comment on peut contribuer pour que du début, de l'arrivée jusqu'à vraiment finir l'intégration de la femme, ben, ça doit être fait sans interruption. Puis justement, c'est une des recommandations, que ça soit sans interruption, puis qu'il y a le service, accessibilité du service en français du début jusqu'à la fin. Donc moi, je vous dirais voir les recommandations comme un tout. On ne voulait pas faire plusieurs recommandations. On est vraiment allé vers des choses pertinentes et on s'est limité à pas plus que 11 parce que c'était vraiment ça qu'il fallait. Merci infiniment, Soukaina, pour ces détails. Alors, moi, de mon côté, je n'ai plus de questions. C'était tellement complet. Donc, c'était difficile de trouver aussi donc, des questions à poser. Est-ce que du côté du public, est-ce qu'on a encore des réactions? Il me semble que non. Peut-être une proposition aussi, des formations aussi pour prévenir la santé mentale, de Madame Annie Irène Henang. Merci beaucoup. Et ben, il semble qu'on arrive donc à la fin donc de ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous invite donc à remercier notre invitée, Madame Soukena Boutayeb, directrice générale donc de l'Alliance des femmes pardon, de la francophonie canadienne. J'espère que vous avez apprécié donc d'être avec nous aujourd'hui. Merci de donner votre avis de satisfaction sur le sondage qui vient d'apparaître aussi donc donc sur l'écran. Euh, alors, il me semble peut-être qu'on a une dernière question. Laissez-moi juste vérifier. Madame Salah, est-ce que c'est une main levée? Oui. Ah, attendez, je vais juste mettre votre micro en marche. Madame Salah, vous pouvez donc enlever donc la sourdine de votre micro si vous voulez prendre la parole. Bonjour tout le monde. Non, c'était juste une faute de frappe. Désolée pour ça. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Les aléas de la technologie. Donc, merci encore, Soukaina, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à notre public donc d'avoir répondu présent en si grand nombre. Pour rappel, donc, l'enregistrement et la présentation donc, qui ont été révélés aujourd'hui vont être affichés sur le site de la Société de santé en français d'ici peut-être une semaine à 10 jours. En attendant, donc, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire. Restez donc connectés. Il y en aura encore pas mal d'autres en ce début d'année. Merci encore à tout le monde et à bientôt. Merci, c'était un plaisir. Au revoir tout le monde.